Nous nous retrouvons une nouvelle fois pour les entretiens de la conférence de philosophie autour d'un auteur, autour d'une œuvre. Aujourd'hui, c'est à nouveau un philosophe que nous recevons. Il s'agit de Guillaume Pijard de Gurbert pour son livre que je montre à l'écran comme je fais à chaque fois, pour son livre paru il y a peu aux éditions Circé, dans une collection qui est dirigée, je le dis parce que ça m'a frappé que ça n'est pas rien, par Daniel Payot. Le livre s'appelle La fable du temps. Je ne sais pas si on le voit correctement. La fable du temps. Et il porte comme sous-titre L'espace, l'être et ses simulacres philosophiques. Bonjour à toi, Guillaume. Bonjour, Guillaume Pijard de Gurbert. Comme nous nous tutoyons dans la vraie vie, eh bien, lorsque nous fréquentons, lorsque le désir de vérité nous prend, nous continuons à nous tutoyer. Guillaume Pijard de Gurbert est un philosophe de formation, il est agrégé, docteur de euh, l'Université de Paris, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où il a longtemps d'ailleurs été chargé de cours. Il est professeur des classes préparatoires et il a une œuvre philosophique importante à son actif. Je cite les titres de quelques livres: Le spectre du possible, qui était paru chez Quimet, Le mouchoir de Desdémone, ça c'est Actes Sud. Chez Actes Sud aussi, Contre la philosophie, ce sont des ouvrages qui ont maintenant un peu de bouteille. Et chez Quimet, encore Kant et le temps. Donc aujourd'hui, je suis bien content d'ailleurs que cette collection soit dirigée par Daniel Payot. Je le dis en passant, je le répète, aujourd'hui c'est la fable du temps. Comme je suis très bavard et qu'il faut que je me fasse violence, je vais donner rapidement la parole à, à Pijard de Gurbert. Peut-être auparavant, avant de commencer, simplement un mot sur le titre, avec cette idée de fable qui dans ta perspective, la fable là est à la fois peut-être l'apologue, parce qu'il y a une conclusion morale, hein. La fable du temps a un but peut-être idéologique, moral, éthique, mais c'est en même temps la fabulation, hein, la fabulation, et puis la fabulation, hein, deux F. Est-ce que tu pourrais nous dire deux mots sur ce titre, sur son poids et sur l'importance que tu lui accordes et sur son sens? Assez rapidement pour que Oui, bien sûr. tenir à une heure ou 1h10 comme d'habitude. Bah, sur le titre, d'abord, c'est vrai que moi, quand j'ai écrit un livre, j'ai besoin d'avoir le titre d'abord. J'arrive pas à commencer un livre si j'ai pas le titre, parce que finalement, le titre va concentrer. Quand j'ai le titre, ça veut dire que j'ai vraiment une idée. C'est ça, en fait, tu vois. C'est-à-dire que si j'arrive pas à la ramasser dans un titre de quelques mots, c'est que c'est pas encore mûr, en fait. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai dû trouver d'abord, et ça m'a pris assez longtemps, en fait, pour y arriver. Et donc, pourquoi la fable? Ben, il y a deux sens. Deux sens assez évidents. Enfin, le deuxième est un peu moins évident. Le premier, c'était mon idée, c'était de dire que ce qu'on appelle philosophie de l'être, pensée de l'être, relève d'un régime de l'imaginaire. Régime créatif, superbe, riche, parfois moins, parfois monotone, mais en tout cas, relève de la fabulation. Mais une fable paradoxale, puisque je ne peux pas dire qu'elle s'ignore, mais elle se refoule. Et donc, elle se trahit à certains lapsus, à certains symptômes qu'on peut diagnostiquer, ce qui est un des objets de mon livre, là, pour le coup. Et l'autre sens, c'est que comme la fable du temps, en fait, c'est la fable des temps, puisqu'il y a plusieurs temps avec une unité de ces trois temps, mais ça, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler plus tard. En tout cas, pour partir d'un truc plus simple, il y a l'idée que le temps, c'est la différence entre avant et après, ce qui fait la nouveauté, mais c'est aussi la durée, ce qui fait que ça dure, quoi. Quand ça dure, c'est pas de l'être, c'est du temps. Il y a le temps qui fait que ça dure et le temps qui fait que ça passe. Donc on a deux temps, plus le troisième temps, de l'en même temps, la simultanéité. Or, j'ai pas pu appeler mon livre le mythe du temps, parce que le mythe, il est cantonné au premier sens évident du temps, c'est-à-dire la succession. Le mythe, c'est l'origine, c'est ce qui venait avant.
Donc le mythe du temps ne concerne que la relation avant-après. C'est relier le présent et l'après à l'avant, au passé, un passé originel. Or, moi, je voulais couvrir, mon analyse couvrait les trois temps. Donc, je ne pouvais pas pour ça parler de mythe du temps. Le mythe, c'est le premier chapitre, si on veut, c'est-à-dire la fabulation qui porte exclusivement sur le rapport de la succession à l'espace. Et pour, du coup, couvrir le rapport de la relation temporelle de simultanéité à l'espace et de la durée du temps en tant que durée, en tant que permanence, si on veut, à l'espace, ben, il me fallait un mot qui couvre ça. Et donc, d'où fable, plutôt que mythe. Voilà, c'est ça les deux raisons principales, c'est ça finalement. Il y a- dans le mot fable, ce qui m'a arrêté, c'est aussi peut-être l'idée, hein, la fable, c'est le récit, c'est aussi la fama, le bruit qui court, c'est épidémique un petit peu. Or, on a le sentiment que il y aurait comme une dimension un peu épidémique à la fable du temps dans la philosophie, hein, on n'arrive plus à en sortir. Et puis, c'est Fari, hein, parler, dire d'avance. La fable prétend s'occupe de ce qui a eu lieu, essaie de le garder, mais aussi se projette dans l'avenir. Enfin, il y a une certaine manière, une certaine impuissance dans la fable, on dirait, de ton point de vue, à, à rester où on est ou à être quelque part, en définitive. Est-ce que je me trompe? Oui, on peut dire ça, ça recouvre, c'est un voile en fait, hein. C'est au fond finalement de manière assez classique, là pour le coup, c'est un voile. Mais toute la question pour moi, c'est de savoir qu'est-ce qui voile, parce que en Oui, philosophie, on est toujours finalement pris sur mais qu'est-ce qui nous voile, ce qu'on pourrait à proprement parler appeler l'être, quand bien même ça échapperait à toute appellation, mais quand même, tu vois, c'est une sorte d'extériorité en soi. Et donc, il faut s'entendre sur ce qui voile, parce que l'inventaire des voiles en philosophie, il est assez conséquent. Donc, moi, c'était ça l'idée, c'est-à-dire, c'est quoi, à quoi ça tient en fait. D'ailleurs, au fond, fondamentalement, pour moi, sous le mot de fable, en ce sens-là, ce qu'il y a, c'est ce que je cherche depuis le début, c'est-à-dire, qu'est-ce qui nous exile de l'être en soi. Donc, autrement dit, on pourrait le dire comme ça de manière assez classique, quel est le foyer originaire de la subjectivité? Qu'est-ce qui fait que c'est du pour nous et que c'est pas de l'en soi? Et en fait, tu as cité quelques titres là des bouquins que j'ai fait, je t'en remercie. Mais finalement, c'est assez bizarre, je me rends compte après coup. C'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est comme si j'avais écrit qu'un truc, dont d'ailleurs la fable du temps pour moi voilà, c'est grosso modo à ça que je voulais arriver. Et les précédents, c'est pas d'autres volets, c'est pas d'autres aspects, c'est pas d'autres domaines de la philosophie, c'est la même idée, mais moins claire en fait, moins précise. J'ai pris tout ce temps pour arriver à le dire le plus précisément possible. Et ce que je cherche, moi, depuis le début, pour moi, ça a été ça la philosophie depuis le début, c'est que, bon, il y a tout ce qui est pour nous, tout ce qui relève de l'anthropologie, en fait, hein, et sans hiérarchie, sans valeur, hein, mais tout ce qui relève de l'anthropologie, du cercle anthropologique, et puis autre chose, dont on a forcément le sens, et la philosophie, pour moi, c'est de ça qu'elle s'occupe, de cette différence majeure entre ce qui est bon ou vrai pour nous, et puis ce qui est en soi. Et donc, et pour te dire d'ailleurs, tu vois, le spectre du possible, en fait, c'est mon premier livre, oui, puisqu'en fait, c'était ma thèse, dont j'ai fait un bouquin, mais c'était ma thèse. Et au fond, moi, mon parcours, je suis parti du spectre du possible parce que j'avais cru dans ma thèse que l'instance originelle qui nous faisait perdre l'être, c'était le possible, parce que le possible, c'était cet être qui n'est ni être ni non-être, mais qui flotte entre les deux, d'où l'idée du spectre. C'est pour ça que c'était un spectre. Parce que pour être réellement possible, il faut ne pas être déjà réellement réel. Et c'est ça que j'avais scruté. Et j'avais pensé trouver le lieu de ce qui nous faisait originellement rater l'être. Et en fait, je me suis rendu compte, mais ça m'a pris tout ce temps, que c'est en fait la fable du temps qui explique le spectre du possible et pas le contraire. Pourquoi? Parce que le possible lui-même, il a les trois sens du temps et il est donc déterminé lui-même par le temps dans ces trois modes. C'est-à-dire qu'il y a le possible au sens classique, c'est-à-dire bah, demain je vais aller à la plage, c'est possible. Donc ça, c'est le possible déterminé par la succession. Mais tu as les compossibles, ce qui est possible en même temps. Donc ça, c'est du possible qui dépend, qui est sous la détermination de la simultanéité. Et puis, tu as les possibles qui restent éternellement possibles sans jamais passer à l'acte.
Et ça, c'est le possible qui est sous la loi de la durée, du temps comme durée. Voilà. En fait, c'est aussi simple que ça, mon travail. Mais bon, ça m'a pris, ça m'a pris 30 ans pour arriver à ça. Oui, moi j'ai senti ça d'ailleurs, puisque on en est là, hein, nous opérons comme nous le souhaitons, hein, nous conversons aimablement avant de venir euh, au déroulement institué de ces rencontres avec les œuvres totems. Mais puisque là, on est autour du possible, oui, ça m'a frappé. Je me suis dit que ce livre venait en quelque sorte conclure un travail entrepris très tôt, pendant que tu écrivais ta thèse, mais même avant. Euh, Parce que le possible, tu as toujours c'est la question du possible, sa nature, la réalité du possible et le passage du possible au réel. C'est une question qui t'a toujours travaillé. Au fond, je me disais que euh, ce sur quoi porte ta critique concernant les relations, au fond, du temps et de l'être en soi, renvoie à ce sur quoi portait jadis ta critique concernant les relations entre le possible et le réel, après tout. C'est-à-dire que nous sommes impuissants à tirer, euh, à produire du réel à partir du possible, à tirer le réel, l'être, dis-le comme tu veux, là, euh, du possible, parce qu'il y a une étrangeté ontologique fondamentale, mais une étrangeté par rapport à la temporalité, au temporel, hein, du réel, de l'être, de ce qui existe en soi, euh, par rapport au possible ou au temporel, ou à ce qui est inscrit dans le temps. Est-ce que je me trompe en le disant comme ça? Non, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Moi, ce que je cherche vraiment, c'était cette, ouais, c'est ce qui nous exile en fait Alors, pourquoi je dis l'être plutôt que le réel ou autre chose? Là, il y a une vraie raison et j'y ai beaucoup réfléchi, même si ça a l'air tout simple et ça. C'est que le problème, c'est que réel, on va mettre nature, on va mettre monde et hop, il va y avoir du temps. En fait, bon, mon travail est quand même un travail de, comment dire, comment dire, c'est un peu le rasoir d'Occam, tu vois, de nettoyage et de traquer de manière extrêmement intransigeante et intraitable toute goutte de temps qui viendrait se faire passer justement pour de l'être. Et le réel, c'est le bon mot pour nous faire prendre le temps pour l'être, quoi. Pour conférer au temps qui n'est que dû pour nous une pseudo-extériorité. Et c'est pour ça que finalement, moi, je revendique, j'assume une sorte de naïveté ou d'archaïsme lexical en philosophie, mais dont je suis très content et que j'assume, c'est-à-dire de remettre la question de l'être en soi, qui n'a pas été, dont on peut pas se passer comme d'une antiquité, moi ça, et puis on peut pas, en plus, on pourrait pas en laisser le monopole du coup quoi, à Hegel, qui serait le dernier à l'avoir comme ça, bah non, justement non. Oui, d'ailleurs, c'est ce que à la lecture de La Fable du Temps, je dois dire que j'ai pas vu immédiatement que dans ton travail de remise en scène, de remise sur le devant de la scène, au fond, philosophiquement, de l'être, était le fond de ton affaire. Au fond, ce que tu appelles l'être, d'ailleurs, Rosset, par exemple, tu te souviens, moi, j'ai bon, bien connu Clément Rosset, j'ai fait ma thèse avec lui, donc il use et il abuse du mot de réel, mais souvent, alors c'est parfois ambigu chez lui, parfois le réel, c'est presque la réalité, mais c'est-à-dire commençons les choses, mais fondamentalement, c'est en général ce qu'il appelle le caractère existant de ce qui est. Là, je me sens plus proche de ce qu'il dit, et au fond, toi, ton être, c'est ça, quoi, le caractère existant de ce qui est, laissé à lui-même dans sa dimension saisissante, surprenante, enfin, un étonnement quasi monstrueux devant quelque chose qu'on ne peut pas dire. Et quand on la dit, cette chose, lorsqu'on se mêle de la dire, eh bien, on a tendance à en rajouter, à prophétiser, à lui donner la forme du langage, par exemple, qui est aussi une forme temporelle. Euh,
Ton travail, paradoxalement, parce que Heidegger est présent dans ce livre, j'allais dire dans cette thèse, euh, cœur de la dimension thétique de ce beau livre. Dans ton travail, tu fais un sort souvent aux relations euh, que Heidegger, la pensée de Heidegger entretient avec une philosophie du temps. Certains heideggeriens que j'ai pas mal connus, comme Daniel Charles par exemple, ont tendance à forcer de l'autre côté. Ils voient Heidegger non pas comme quelqu'un qui euh, remet l'être dans le temps, mais vous essayer à tout prix de l'en faire sortir, mais sans forcément y arriver, avec de beaux travaux sur la musique, enfin. Euh, Quand on fait durer, parce que ça c'était quelque chose, je m'égare un tout petit peu, tu m'en excuses Guillaume, mais une fois qu'on est parti, ben, les choses prennent la tournure qu'elles prennent. Euh, Charles disait, dans un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Entendre le monde sonner, et qui réunit aux éditions Chemin de Ronde des conférences, des textes et des cours de Daniel Charles. J'ai retrouvé un texte sur la musique, hein. Charles était bon, musicologue en même temps que philosophe, en même temps qu'il enseignait la philosophie à l'université, et musicien d'ailleurs. Charles est passionné, et ça c'est son côté heideggerien qui le pousse à la chose, hein. Charles est passionné par la- 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 l'intérêt qu'il porte à la musique quand elle fait durer le que, le das, faire durer le que. J'imagine que bon, c'est une formulation qui pourrait t'horripiler. Qu'est-ce que tu dis de ça malgré tout? Est-ce qu'on ne peut pas de temps en temps imaginer, non pas arrêter l'étonnement devant ce qui est, enfin, devant le miracle que ce qui est soit, pour le dire comme Wittgenstein, non pas arrêter, mais avoir l'impression qu'on fait durer le que et qu'après tout, c'est une illusion, mais une belle illusion. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ben ça, c'est vrai que c'est des questions. Oui, oui, c'est. Ben moi, c'est ça que j'essaye justement comment dire, de distinguer de ce que. Pour moi, c'est ça qui nous fait. C'est les ruses en fait. C'est les ruses les plus subtiles qui nous font. C'est ça mon travail en fait. Parce que sinon, sinon, ça n'a aucun intérêt. Moi, mon travail, c'était au fond, de m'extirper du XXe siècle en fait, dans lequel j'ai été formé. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu besoin de distinguer deux mots, pas pour balancer là des concepts. D'ailleurs, c'est pas moi qui les ai inventés, donc j'ai pas de mérite. Par contre, je leur donne un sens. C'est ça la distinction entre pathétique et pathématique. Ça, ce que tu décris là, pour moi, ça relève du pathétique. Et c'est quoi? Et ça n'a pas de connotation du tout, hein, évidemment. Hein, ça n'a pas la connotation sentimentale que peut avoir dans la Oui, langue oui, courante le mot j'entends bien, pathétique. bien sûr. Pathétique, ça veut dire justement et alors là, on est au cœur de la fable, cette ruse que la pensée se joue à elle-même, où elle prétend se donner le spectacle de l'être, alors qu'en réalité, elle n'a fait qu'extérioriser le temps interne. C'est une extériorisation subreptive du temps interne qui prend la figure d'un dehors. Et là, tu peux mettre des guillemets parce que ce dehors, en fait, c'est du dedans, c'est du Hegel, en fait. En fait, c'est du Hegel. C'est du dedans qui s'extériorise. Pour moi, ça, on reste là dans le phénomène au sens de Hegel. C'est un phénomène du temps. Ça me paraît très fort, hein. Le temps au sens de interne. Et pour te dire, pour moi, par exemple, le mot que je cible, c'est le mot de présence. Présence, pour moi, le concept pathétique par excellence. C'est-à-dire que prétendument, tu es face à là un être qui ne te doit rien, alors en réalité, il te doit tout, puisque la présence, c'est un état du temps. Et là, faire durer le que, c'est extrêmement séduisant, bien sûr. Mais il y a une séduction de la pathétique. Mais moi, justement, tout mon travail, ça a été de m'arracher à cette séduction, non seulement que je connais intimement et que j'ai pratiquée, dans laquelle je suis comme né. Je suis né là-dedans, moi. Mais pourquoi c'est pas, pourquoi ça nous enferme en fait de manière très efficace
mais comment dire, pour le dire de manière légère, je pourrais presque dire c'est une entourloupe. Tu vois, t'as la même chose finalement avec la notion d'intuition chez Bergson. L'intuition qui l'oppose au concept et tout. Le concept, c'est le construit, ça vient de nous, c'est du fabriqué, c'est du subjectif. Et puis tout d'un coup, il y a ou l'ouverture chez Heidegger, tu vois, tout d'un coup, tu reçois le. D'ailleurs, sur Heidegger, le dernier Heidegger, dans temps et être, pour moi, qu'est-ce qui se passe dans temps et être? Il se passe une chose très simple, c'est qu'il dit le temps nous a affectés. Et donc, en fait, dans être et temps, il est kantien, en fait. C'est-à-dire, il répète la dépendance de l'espace au temps, ce qui est le paragraphe 6 de l'esthétique transcendantale. Mais il essaye de lui donner un autre sens. C'est plus un sujet transcendantal, c'est le Dasein. Mais en tout cas, l'espace, c'est-à-dire le monde, l'être haut, dépendent de l'être pour, c'est-à-dire de la projection temporelle, des extases de temps et tout. Et finalement, il se dit, on est pris dans la subjectivité. Donc, tout son travail, ça va être comment euh, faire basculer du côté de l'être le temps. D'où temps et être, le temps nous a affectés. Mais ça, moi, c'est ce que j'appelle la fable du pathétique, ça. C'est-à-dire que tu te fais croire que tu es devant une extériorité, alors que c'est une extériorisation du temps en toi. À propos à propos de cette notion de ruse, euh, oui, c'est toute l'originalité de ton travail, hein. Je pense que c'est la raison pour laquelle il faut absolument lire ce livre et peut-être même provoquer ici ou là, d'une façon ou d'une autre, euh, amicalement ou de manière plus institutionnelle, des rencontres autour de ce qu'il dit, hein. Euh, le- le- cette ruse dont tu parles, euh, évidemment, avec sa dimension, au fond, hegélienne et dialectique, euh, on voit bien pour quelles raisons tu la stigmatises. Et d'un autre côté, à la fin de ton livre, à la fin de la fable du temps, on voit bien que cette sensibilité à l'extériorité de l'être, qui est à quoi renvoie ton projet philosophique, hein. La philosophie, c'est ce qui nous rend sensibles à l'extériorité de l'être. Moi, je me reconnais parfaitement dans des formules de ce genre et je dois dire que je suis ravi de les trouver telles quelles dans un livre, hein. Cette sensibilité à l'extériorité de l'être, tu dis, ou il me semble que tu laisses entendre que c'est un art, hein. C'est un art, laisser passer quelque chose de l'être, de son extériorité atemporelle, on est dans les pages 194 et 195, c'est un art. Alors c'est un art, ça aussi, ça me paraît, c'est une chose très importante, c'est-à-dire qu'on est on est dans un troisième degré, hein, de la sensibilité, mais qui en même temps revient à un premier. Et c'est un art, mais ça n'est pas une ruse. Est-ce que ça te parle là ce que je te dis? En quel sens tu dis que c'est un art? Oui, ça c'est quelque chose de très important. C'est effectivement très très important parce que là on est justement à la crête du problème. Est-ce que c'est même C'est-à-dire pas le que plus important? si, c'est tout à fait le plus important et oui oui si si tout à fait. C'est pour moi d'ailleurs c'est pour ça que le livre culmine dans ce chapitre là qui s'appelle Art et philosophie. Mhm. C'est une chose que j'appelle, tu sais, quand je dis j'appelle, c'est fait toujours un peu prétentieux, mais bon, on est entre nous, on s'en fiche. On discute comme on a toujours discuté. C'est quelque chose que j'appelle la condition esthétique de la philosophie. Et c'est le titre d'ailleurs d'une conférence que j'avais faite à la Société française de philosophie, qui a été une amorce de la fable du temps, en fait. Ça m'a lancé dans l'écriture du livre que je ruminais, que je depuis très très longtemps. Et la condition esthétique de la philosophie, pour le coup, pour moi, et d'ailleurs c'est aussi, tu t'en souviens bien, puisque tu m'avais invité, ainsi que Guillaume Badoil, Charles Florent, Elsa Grasso, enfin on avait fait un séminaire à Aix, là, où moi j'ai écrit un texte pour toi, je dis pour toi, parce que vraiment il t'était adressé comme on se parle là, qui était, comment j'avais appelé ça, l'accusation poétique. Et ce texte a été très important pour moi aussi. C'est-à-dire, ça revient, accusation poétique ou condition esthétique de la philosophie, ce sont des synonymes pour moi. C'est-à-dire qu'il y a une sensibilité proprement philosophique de la pensée, qui est cette sensibilité à l'impensable,
à un dehors en tant qu'impensable, pas en tant qu'inscrit dans un horizon d'intelligibilité, toujours confortable, finalement, toujours commode. Non, il y a ce cran de l'artiste, ce courage du philosophe de ne pas postuler une intelligibilité, fût-elle sourde, de ce dehors. Ben non, justement. Et la condition esthétique de la philosophie, c'est là-dessus que je finis par, tu vois, j'essaye aussi de distinguer entre les sens. Par exemple, il est assez clair que la vue est un sens de la projection et de la simultanéité. Ici, à droite, le verre, à gauche, l'arbre. Et donc, ça, c'est pris dans le même temps, tu vois. Alors que le toucher, il y a une cécité chronologique du toucher. Donc ça, les valeurs tactiles dans la peinture, j'en parle un peu d'ailleurs, ça explique à mon avis le rejet, la condamnation dans l'esthétique de Hegel des peintres de genre de Murillo, de la peinture hollandaise du XVIIe siècle, toutes les natures mortes où le velours est tellement tactile, tellement tangible. Parce que justement, les valeurs tactiles, là on rentre dans l'esthétique d'une certaine manière, laissent sèche l'imagination et du coup, comment dire, tarissent la temporalisation, le foyer originaire de temporalisation, ce que fait pas la vue. Et alors pour la musique, bah, c'est difficile. La musique, c'est très difficile parce qu'évidemment, c'est un art du temps qui mène dans le temps, mais je ne ferme pas la porte à des expressions, à des prouesses de musique qui serait un art de l'espace pur. Mais là, c'est un peu à la pointe de ce que je cherche, quoi. Mais pour donner un contre-exemple, pour dire la pointe, parce que j'ai vraiment travaillé là-dessus, ça c'est la conclusion du livre que j'ai appelé épilogue, puisqu'on est dans une fable, j'aimais mieux prologue et épilogue, comme ça on restait un peu dans le registre de la fable. C'est toute une analyse sur Ligeti, tu sais, la musique dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Et là, c'est comme ce que tu disais, tu vas faire durer le que. Ben là, la musique de Ligeti, elle te tente, tu as envie de dire, est-ce qu'on ne serait pas là dans une sorte d'expérience esthétique de l'être? Et non, parce qu'en fait, ça ne fait jamais que aligner la succession sur la durée. Mais tu ne sors pas du temps, en fait. C'est pour ça que la distinction des trois temps, elle est cruciale. Parce que si le temps, c'est juste le nouveau, l'avant, l'après, c'est la porte ouverte pour la fable. C'est le, vas-y, on peut mettre du temps subjectif partout, et voilà la présence, et voilà même le multiple, hein, tant que j'y suis. Puisque tout à l'heure, tu vois, chez Rosset, par exemple, il y a beaucoup d'équivoques. Son livre sur Parménide, là, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais il avait un livre sur Parménide. Oui, oui, Moi, oui. j'avais été déçu parce que finalement, il était sur l'idée d'un maintenant, etc. Alors que chez Parménide, vraiment, le maintenant, le nun, comme il dit en grec, il est vraiment détemporalisé, quoi. Il est exsangue. Alors que chez Rosset, pourquoi? Parce qu'au fond, il est quand même héritier de Nietzsche et de Bergson, et donc il pense le singulier. Or, pour moi, le singulier et le multiple sont des produits, tu ne vas pas trouver l'extériorité de l'être dans le singulier et dans le multiple, tout simplement parce que ça dépend de la simultanéité. Les deux brins d'herbe, ils sont singuliers, ou les deux camemberts, pour prendre le texte drôlatique le fameux texte drôlatique de Rosset, ben, le camembert qui n'est pas un livaro, c'est que tu as les deux à côté en même temps. Mais donc ça dépend de l'en même temps, et l'en même temps, il est où? Il est en nous. C'est pour nous l'en même temps. Donc le multiple, c'est subjectif, donc il y a pas d'être du multiple, il n'y a pas d'être du singulier. Tout ça, ça nous enferme dans la subjectivité. C'est pour ça que je parle de ruse et que c'est insidieux. On comprend bien. Et d'ailleurs, bon, c'est un livre fondamentalement anti-hegelien, hein. Ce qui est en jeu là, c'est quand même la définition de la philosophie et comme histoire de la pensée chez Hegel, et de l'histoire de la pensée comme histoire de l'inscription du concept dans le temps. Enfin, il est bien évident que si le temps, c'est ce qui donne sa vraie réalité au concept, à la pensée, si le concept, si l'histoire, c'est le concept qui est là dans la réalité la plus effective, alors tout d'un coup, euh, non seulement on ne sort pas du temps, mais on est, euh, euh, on est surplombé par ce qui a eu lieu, on est en attente de ce qui va avoir lieu, de ce qui va avoir lieu, et par conséquent, on comprend que l'histoire de l'humanité, pour moi, c'est ça l'humanisme d'ailleurs. L'histoire de l'humanité est une projection vers une fin des temps qui n'arrivera jamais, dans une excitation forcément dangereuse, parce que
La guerre est une ruse du temps pour faire arriver la fin des temps qui n'arrivera jamais, par exemple. Enfin, moi, je trouve qu'il y Mm. a une, une violence en sourdine chez Hegel, euh, tout à fait terrifiante. Rien ne peut ça ne peut que mal se terminer, si je peux dire. On a un mauvais pressentiment. Et les pensées comme, pour moi, pensées parménidiennes, hein, pensées Léate, les pensées qui s'efforcent de faire abstraction, de tirer euh, la réflexion, la sensibilité, la réflexion et la sensibilité du temps, sont les pensées les moins dangereuses. J'aurais tendance à mettre les épicuriens de ce côté-là, d'ailleurs, et c'est pas pour rien qu'ils se méfient tellement de la guerre ou qu'ils euh, ils éprouvent, ils sentent à quel point un penseur est dangereux parce que ce qu'il cherche, il ne peut pas le trouver autrement qu'en accélérant le temps, en mettant en jeu quelque chose qui euh, est habité par le pressentiment qu'il faut en finir le plus vite possible. Et dans ces cas-là, évidemment, euh, le, le- le- la destruction de l'humanité par l'humanité n'est pas loin. Si tu veux, on peut revenir à ce d'où on devait partir, mais c'est très bien que on ait fait cette longue digression par l'entremise du cœur du livre. D'une certaine façon, je trouve que c'est pas mal de commencer par la fin, parce que c'est une nique un peu autant aussi, après tout. Euh, le, le- j'ai envie de revenir sur ton parcours, tes lectures, euh, tes- la façon dont ta sensibilité s'est exercée dans les rencontres que tu as pu faire avec les sciences, les arts et les grands textes dans lesquels l'histoire de la pensée a pu s'inscrire. Ton œuvre totem dans les lettres et dans les arts, si tu devais nous y renvoyer, ce serait quoi? Alors, j'ai réfléchi à cette question. J'aime bien la notion de totem. Je l'ai prise en un sens qui convient aussi bien au sens ethnologique auquel il appartient au départ et au sens psychanalytique. C'est-à-dire, c'est quand même un animal ou en tout cas du vivant. Donc déjà, pour moi, ça va bien le totem parce qu'on est d'emblée a priori dans du temporel. Donc ça, c'était parfait pour moi. Et du coup, j'ai pensé parce que c'est vraiment une passion chez moi. J'ai pensé à une gravure dans la grotte de Lascaux qu'on peut plus visiter malheureusement, mais bon, il y a les facsimilés. Et dans la grotte de Lascaux, parce qu'il y a une chose intéressante ça c'est le roi Gourand qui a montré ça. En fait, dans les grottes ornées, les animaux qui représentent des dangers, voire qui sont des prédateurs de l'homme, ne sont jamais à l'entrée des grottes. À l'entrée des grottes, tu as des cerfs, des herbivores, voilà. Mais les bêtes dangereuses, elles sont au fond. Et ça c'est une structure en fait qui se retrouve dans la plupart des grottes. Et à Lascaux, tu as ce qu'on appelle le diverticule des félins. C'est le fond de la grotte. C'est un petit couloir étroit qui termine la grotte, qui est au fond. Et c'est, comme par hasard, évidemment, le diverticule des félins. Et donc, tu as au moins 6 félins qui ont été clairement identifiés. Et parmi ces 6 félins, tu en as un qui est très reconnaissable. Et devant son museau, tu as des lignes parallèles qui ondulent et qui figurent soit le souffle, la respiration, soit peut-être de manière plus symbolique le souffle de vie, soit peut-être aussi l'écoulement de sang, parce qu'il y a d'autres cas de grotte où c'est une bête blessée qui cracherait du sang. En tout cas, c'est vraiment un totem du temps pour moi, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment la figure totémique au sens dont je ne parle pas dans le livre d'ailleurs, donc parce que justement on ne va pas répéter, tu vois, on dit autre chose, mais c'est la figure totémique au fond qui nous dit euh, cet art justement. Alors là, c'est pas l'art philosophique, comme il devrait être, c'est l'art, l'art a tous les droits, et s'il veut fabuler, il peut. L'art comment dire, de simuler l'espace en lui inoculant du temps. Parce que là, la paroi, du coup, cette gravure de ce félin sur la paroi, tu ne la vois pas du tout comme une figure purement extérieure dans l'espace sur cette paroi de roche, mais tout d'un coup, ça respire, ça souffle, enfin, ça s'anime, quoi, si tu veux. Voilà, donc moi, ce serait ça. Tu vois, si je devais donner un totem, il y aurait ce félin, l'un de ces 6 félins du diverticule des félins de Lascaux. Et au fond, pour le dire d'un mot,
au fond, de manière un peu, j'ai bien conscience que c'est énorme, mais c'est pas grave, j'y ai bien pensé, donc c'est pas un coup de tête. Au fond, ben, les philosophes, ils n'en finissent pas de répéter cette gravure. Et en lui accolant l'étiquette de l'être en soi. J'ai, euh, avant de venir à l'œuvre totem en philosophie, si tu veux bien, je m'arrête quelques instants là sur Lascaux et sur les grottes. Figure-toi que là, je viens de terminer un livre bon, assez important pour moi parce que justement aussi, il revient sur les fondements de ce qui me travaille dans euh, mes relations avec la philosophie, mais je, je réfléchis sur ce que j'appelle l'image dans la grotte. Moi aussi, je descends dans la grotte et je travaille sur les mains négatives, mais pas que. Et j'aimerais avoir ton sentiment à propos de ce qui m'intéresse en la matière. Je vois bien que, après tout, le temps, c'est temno, tempus, ça renvoie au grec temno, je coupe. Ce dans quoi on ne peut pas couper, c'est l'atome. Bon, le temps, c'est la destruction constructive, c'est le ne pas. Euh, on met en relation des choses découpées, on imagine refaire un tout in fine. Bon, euh, il me semble que dans les figures qu'on trouve dans les grottes, on a moins quelque chose qui opère comme une division de l'espace pour y introduire du temps, pour construire quelque chose comme euh, des projections, hein, dans le passé ou dans l'avenir, avec la peur qui sait aussi bien d'un animal dangereux qu'on ira chasser le lendemain, enfin, tous ces pressentiments qui seraient présents sur les images aussi, mais parfois presque le contraire. Je pense à ce qui se passe dans le Salon Noir, par exemple, de la grotte de Nio, où on a comme des prières ou des chants performés qui deviennent des images, des figures, et qui font sonner les parois. Euh, on sait que certaines figures ne sont pas n'importe où, elles sont dans des, des, des saillies d'espace, enfin, où la grotte résonne tout particulièrement. Et alors, je me demande si, justement, là, on ne trouve pas parfois, y compris au cœur des premières grandes ruses, hein, de la sensibilité et de la pensée, qui sait, le contraire. Moi, je me dis que parfois, dans la grotte, la main vient non seulement fait résonner euh, des projections qui sont des projections affectives ou pathétiques, si tu veux, et qui ont à voir avec notre relation au temps, mais la main nous enveloppe de l'espace où elle se tient. En quelque sorte, comme si ces premiers dessins, qui sont loin d'être les premiers, mais en tout cas, pour nous, comme si ces dessins avaient à voir avec un fort sentiment de l'espace indépendamment du temps, hein. En plus, qui sait, peut-être dans le noir, en sachant que ça va rester là comme ça. En tout cas, c'est resté là comme ça pendant très longtemps, sans nous, hors de nous. Et je me demande s'il ne faut pas voir ces dessins aussi aujourd'hui dans leur dimension de hors-temps, hein, puisqu'ils ont été entre parenthèses souvent. Après tout, dans cette perspective, tu vois, c'est pour ça que je pense aux mains qui dessinent et aux mains dessinées. Care, c'est la main. Krao, c'est ce qui rend présent, mais au sens de prendre en main, mais d'une manière particulière, là, sans peut-être qu'il y ait projection de pressentiment temporalisé. Créon, c'est le temps, mais là, je sais pas, il me semble que si ça se trouve, euh, ruse pour ruse, le temps est feinté et il s'effondre en quelque sorte pour laisser l'espace à lui-même. Sans lui, Nancy a écrit un beau texte, comme tu sais, sur l'image dans la grotte, et il dit qu'avec les images dans les grottes, je le cite, c'est le fond qui avance en tant que figure.
Mais lorsque le fond avance en tant que figure, aussi bien peut-être, évidemment, le sentiment nous vient que ça prend du temps ou que ça vient de loin, mais il y a une grande proximité qui nous enveloppe, qui prend toute la place, comme si, justement, euh, dans dans ces, ce rapport à l'espace de la grotte archaïque, euh, la tenue ne tenait qu'à l'espace et pas au temps. Je fabule, comme tu vois, mais c'est une manière aussi de, de te renvoyer à ce que tu dis et de me faire éprouver à moi-même l'importance de ce que tu en fais, parce que, évidemment, ton intransigeance est troublante. Tu le comprends, mais tu as toujours été très intransigeant et très troublant en la matière. Et c'est excellent. C'est excellent, d'autant plus que ce sérieux de l'intransigeance, eh bien, parfois, évidemment, s'évapore, se dilue dans le trouble, avec quelque chose qui joue justement pas du tout comme une ironie, mais comme un humour qui rend à l'espace du trouble toute sa, sa, sa place, enfin, et qui nous laisse dans le monde un peu étonnés et ébahis par ce qui vient de se dire. Euh, L'œuvre totem dans la philosophie. Juste un mot sur Nio, si tu veux, Oui, avant, sur le Salon Noir, sur Nio et tout, parce que d'abord, effectivement, le rapport à une œuvre, ces œuvres préhistoriques, il est libre, il est infini, et c'est très bien comme ça. Et après, je suis, c'est vrai que je suis assez intransigeant. Voilà, sinon, j'arrive pas moi à travailler. J'arrive pas à travailler. Mais cette intransigeance n'est pas sans humour, comme tu sais, et sans une immense ouverture. Et donc, effectivement, on peut très bien embarquer Nio comme tu le fais, et y retrouver. Et de toute façon, d'une certaine manière, on pourrait être d'accord, parce que de toute façon, pour moi, l'idée même de vouloir recouvrir l'espace de l'être, je vais le dire comme ça, suppose que tu en as l'expérience. Parce que s'il n'y avait pas l'expérience de l'être, il n'y aurait pas les peintures préhistoriques. C'est ça un peu ce que j'appelle les lapsus topophobiques. Donc, de ce point de vue-là, toute la féerie du temps qui est dans Nio, éventuellement, elle est de toute façon elle-même. Là, c'est peut-être le fond. Le fond, c'est le dehors, c'est-à-dire c'est que ça cherche quand même à recouvrir quelque chose dont on a eu l'expérience. Parce que sinon, pourquoi chercher à recouvrir quelque chose qui n'est rien pour nous? Voilà, donc voilà. Mais sur Nio, il y a quand même quelque chose, c'est que Nio, c'est une grotte qui se distingue. Dans toutes les grottes, il y a une répartition, il y a une distribution, il y a l'entrée de la grotte, enfin tout ça, et il y a quand même comme une sorte de disposition interne des différents espaces de la grotte. Or, cette répartition, elle est chronologique, puisque c'est le paradigme du trajet. Au début, on est dans l'entrée, puis on s'enfonce. Comme je disais, les bêtes sauvages sont au fond, tu vois. Donc, c'est ce qui vient en dernier. Là, ça nous rapprocherait de la pensée japonaise, tu vois, ce qui vient, le fond. Le fond au Japon, tu vois, dans une maison, t'as des parois coulissantes, ça fait comme un espace en accordéon qui étire le temps entre le début de la maison, l'entrée, et le fond, mais le fond, c'est ce qui vient après. Donc, on est dans ce paradigme temporel de répartition des espaces, de dilution, un peu comme je te dis en accordéon. Et à Nio, ce qui est frappant, c'est que tu rentres, il y a un assez long couloir de 300 ou 400 mètres, et tu arrives à un carrefour, qui est naturel, hein, mais eux, ils l'ont balisé. Tu as des signaux, c'est ça qui est assez particulier, des signaux, on ne sait pas trop, mais qui manifestement marquent l'orientation des différents couloirs et de l'espace. Et donc, tu pars à droite et tu montes au salon noir, et donc, il y a quand même, quand tu y arrives à la fin, quoi. Hein. Il y a quand même ouais, un trajet, mais un trajet qui suppose un délai, donc un délai temporel. Tu vois, le trajet dans l'espace, il est sous-tendu par un délai temporel. Et à Nio, tu as un truc que je trouvais, ça aurait pu être, et c'est marrant parce que j'ai hésité dans mes œuvres d'art totem, j'avais hésité avec ce trou dans le salon noir, tu as un trou tout simplement, un trou dans la roche, un accident géologique, et ils ont juste gravé deux traits au-dessus du trou, ça fait les bois d'un renne, et voilà un renne. Donc, tu n'as plus un trou, tu as, une tête de renne. Quoi. Donc, d'un rien, tu vois, voilà, il y a cette magie d'animer. On connaît cet art, comment ils utilisent le relief. Mais là c'est vraiment la formule la plus économique. Quoi. Il n'y a rien, il y a un trou, deux gravures au-dessus, et voilà un renne.
Enfin, voilà pour Dio. Donc, l'œuvre totem dans la théorie, dans la philosophie, bah, pour moi, c'est la critique de la raison pure, que je relis quand même vraiment beaucoup. Et qui, pour moi, pourquoi c'est l'œuvre totem? Parce que pour moi, pour deux raisons. D'abord, c'est vraiment la dernière grande œuvre pour moi, si je fais rétrospectivement l'histoire de la philosophie où nous, on en est. Pour moi, notre situation actuelle, elle est qu'au fond, on n'est pas sorti de Kant, mais on ne le sait pas. Et on ne le sait pas à cause de Hegel. Parce que finalement, alors que Kant avait dissocié de manière très forte d'ailleurs l'être et le temps, c'est très fort ce que dit Kant, hein, c'est quand même extrêmement fort et pour moi ça n'a pas été réfuté. C'est-à-dire quand il dit que le temps est une forme a priori, c'est pas une formule comme ça. C'est-à-dire qu'il te dit tu peux pas expliquer le temps par l'expérience du monde. C'est contradictoire, c'est circulaire. C'est parce qu'on a le sens subjectif du temps qu'il y a quoi que ce soit de temporel au dehors. Ça, c'est quand même, ça, c'est, pour moi, c'est ça l'origine de l'idéalité du temps. Elle est là. Et hors Hegel, il fait comme si ça n'avait jamais existé. Et voilà. Et on peut remettre, on célèbre les noces de l'être et du temps, mais on ne sait pas comment il le fait, mais voilà. Et au fond, pour moi, Heidegger, il reste hegelien de ce point de vue-là. Pour moi, c'est une variation hegelienne. Donc l'œuvre totem, c'est Kant pour plusieurs raisons. Donc d'abord, ça, c'est la raison fondamentale. L'autre raison, c'est les trois modes du temps. C'est pour ça que j'avais d'ailleurs, tu as cité tout à l'heure mon bouquin Kant et le temps. Je suis content d'avoir l'occasion de raconter ça, mais j'ai eu l'idée de la fable du temps en 2009, tu vois, au moment où je venais de finir contre la philosophie. J'avais rendu contre la philosophie, mais je voyais j'étais pas allé au bout, c'était pas assez intransigeant en fait. Il y avait encore un peu du flou, je me rendais compte. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus. Et en 2010, il y a un ami à Dirisque là, qui dirigeait une collection de philo où on croisait une notion, un peu pour les profs, pour les étudiants, et un philosophe. Il me dit, est-ce que tu veux pas faire Bergson et la vie? Et moi, tout de suite, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'étais dans la fable du temps. Enfin, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, je n'avais pas trouvé, mais j'étais là-dedans. Et je savais que j'avais besoin de repasser par la critique de la raison pure, que j'avais déjà lu, mais je savais très bien qu'il fallait que je sois sûr voilà, d'être vraiment au clair là-dessus pour prendre mon élan, en fait, pour prendre mon élan sur la critique de la raison pure. Et je lui ai dit, ben, moi, je préférerais faire Kant et le temps, du coup, si tu veux. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai fait. En fait, Kant et le temps, c'est un brouillon de la fable du temps. Donc, c'est une introduction à la critique de la raison pure, etc. Mais moi, dans mon parcours personnel, ça a été un travail préparatoire pour ce livre que j'avais en tête, tu vois. Et donc, il y a la question des trois modes du temps. Ça me paraît majeur et ça a été oublié par à peu près tout le monde, pas Lévinas, mais quand même beaucoup. Et je trouve que c'est une perte énorme. Or, quand tu te dis que la simultanéité, c'est une relation temporelle subjective, si tu veux réconcilier, alors tu vois, l'être et l'événement, bah non, parce que l'événement, c'est le temps comme succession, mais l'être et le multiple, pas davantage. Parce que comme je disais tout à l'heure, le multiple a pour condition de possibilité la simultanéité en nous. Donc tu vas pas toucher l'être avec le multiple, hein. C'est vertigineux comme idée. Ben oui, mais peu importe, c'est là où la philosophie elle est radicale. Peu importe que ce soit vertigineux. Si tu veux pas que ce soit vertigineux, tu fais pas de philosophie, quoi. Et pourquoi c'est une œuvre totem? Parce qu'elle a une importance énorme, que pour moi, il faut repartir de là pour en sortir. Mais si on repart pas de là, on va jamais en sortir. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire. Et puis pour les limites de Kant, c'est pour ça pour moi, il y a deux limites. La première, c'est que lui, il ne voit de détermination de l'espace par le temps que par la simultanéité, c'est-à-dire il dit pour que deux points soient juxtaposés dans l'espace à côté, il faut qu'ils y soient en même temps. Bon, c'est génial comme idée. Mais moi, mon travail, c'est aussi de dire, oui, mais la succession détermine des espaces, c'est ce qu'on peut appeler un séjour. Un séjour, c'est un lieu passager, donc qui est sous la loi de la succession. Il y a certes l'espace au sens de ce que j'appelle un voisinage qui est sous la simultanéité, mais il y a aussi l'espace durable, la demeure, ce que j'appelle une demeure. Voilà, donc ça c'est la première limite où moi je suis plus qu'ancien que Kant, c'est-à-dire pour moi il n'y a pas que la simultanéité qui détermine l'espace, la juxtaposition, mais la succession fait le séjour et la durée, la permanence fait la demeure.
du coup, parce qu'il y a aussi autre chose, ça fait 50 ans qu'on habite le monde, on habite, il y a un moment, tu n'en peux plus d'habiter, tu vois, tu as juste envie de mettre le feu, quoi, tu n'as plus envie que personne n'habite. Donc moi, je me suis aussi attaqué à ça. Donc, est-ce que habiter, c'est séjourner selon, habiter l'espace selon la succession, séjourner, est-ce que c'est habiter l'espace selon la simultanéité, avoisiner, ou est-ce que c'est habiter l'espace selon la durée, demeurer? Voilà, bon, déjà. Et l'autre limite de Kant, beaucoup plus importante pour moi, c'est qu'il s'arrête dans son travail pour remonter du dérivé à l'originaire, il s'arrête à l'a priori. Sauf que le sens interne, ça c'est quelque chose j'applique une étape de plus, je remonte un cran en avant. C'est-à-dire que le sens interne lui-même du temps, le temps comme sens interne, ne rend pas raison de lui-même. Parce que interne, ça lui vient du dehors. C'est une notion spatiale. Et c'est là où tu as peut-être ce que tu dis sur Nio. C'est-à-dire que pour qu'il y ait de l'interne, encore faut-il qu'il y ait de l'externe. Donc en réalité, le sens interne lui-même renvoie à ce dehors. Donc moi, mon propos quand je dis la fable du temps, c'est pas de dire qu'on a affaire qu'à nos représentations, on est enfermé dans le temps, etc. Certainement pas. D'ailleurs, pour qu'on ne soit enfermé, pour qu'on puisse dire que ce ne sont que nos représentations, il faut bien qu'on ait l'idée d'autre chose, hein. Oui, oui, il faut que la représentation, Le ne que la restriction, il tu faut que vois. la représentation soit capable, comme disait euh, un ami auquel tu verras très vite que je te renvoie là, il faut que la représentation voit son absence du côté du dehors, enfin, du réel ou de l'être. Ce que tu dis concernant les limites de Kant, je crois que c'est très convaincant. Euh, ça me renvoie à cette opposition que tu fais dans ton livre entre le sentiment interne du temps. C'est très fort là ce que tu dis à propos du petit mot interne, en le renvoyant à l'enveloppement par la monstruosité de quelque chose qui ne peut pas être intériorisé. D'ailleurs, bon, euh, nous en avons peut-être assez d'habiter, mais enfin, l'intime aussi, nous en avons assez, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aujourd'hui dans les arts et dans la littérature que l'expression de quelque chose qui est de l'ordre de l'intime avec un grand I. Et évidemment, non seulement cet intime est toujours le même, c'est-à-dire qu'il n'a rien de personnel à chaque fois, mais il a tout simplement à voir avec ce que moi je continuerai d'appeler un oubli du monde, enfin, un oubli de tout ce qui n'est pas humain, enfin, du non-humain. À propos de Kant, qu'est-ce que dirais-tu alors? Parce que c'est un texte moi, qui m'avait beaucoup frappé. Et là, j'y repense en t'entendant parce que je pense que il existe des limites au kantisme, il existe des limites de Kant, mais il existe aussi une expérience de la limite chez Kant. Il existe un rapport de Kant à ses propres limites. Je vois un texte, je me souviens d'un texte de Gilson qui m'avait beaucoup frappé dans L'être et l'essence, texte dans lequel il dit, Gilson, que évidemment, on a il n'y a aucun rapport avec quoi que ce soit qui soit de l'ordre de l'être en soi chez Kant, parce qu'il y a l'a priori de l'espace, il y a l'a priori du temps. À ceci près, dit-il, que il y a un point imperceptible, il ne dit pas un moment imperceptible d'ailleurs, c'est frappant, c'est-à-dire qu'il utilise une métaphore spatiale. Il y a un point imperceptible où quelque chose est donné. Alors je sais, hein, là je te taquine avec ce mot de donner, qui n'a pas toutes tes faveurs, mais je comprends bien, on comprend bien maintenant d'ailleurs pourquoi. Mais enfin, si on fait abstraction de euh, l'inscription de ce mot dans l'histoire de la pensée philosophique, enfin, phénoménologie, Heidegger, etc., à quoi peut-être Gilson renvoie là, mais ça n'est pas sûr, ce point imperceptible où, malgré tout, avant tout a priori, ou auquel renvoie tout a priori, bien entendu, forcément, pour s'évacuer aussitôt, ce renvoi hein, au point imperceptible où il faut que quelque chose soit donné, comme dit Gilson,
eh ben, c'est ton dehors, hein, d'une certaine manière, ou j'allais dire, l'antériorité de l'être sur la pensée, mais enfin, quelque chose qui a à voir avec le trouble de la sensibilité et le trouble de la pensée devant ce qui n'a aucun rapport avec elle et qui peut-être alors dépend maintenant de cette condition esthétique, enfin, hein, de cette accusation poétique à l'intérieur de laquelle on laisse passer l'extériorité temporelle. C'est un texte intéressant, le texte de Gilson, très fort, très Ouais, énigmatique. Vraiment, c'est très vraiment, fort. j'aurais besoin, si c'était pas un si gros livre, je l'emporterais partout avec moi, parce que c'est un texte qui m'enlève le cafard, qui me fait sortir de la fable du temps, qui m'enlève les mauvais pressentiments, qui m'enlève le désir de me projeter, enfin, que sais-je. Voilà. Donc, Non, mais les grands esprits se rencontrent, comme tu vois. moi, tu as raison. Puis c'est vrai que Gilson, c'est très fort parce que c'est un très grand historien de la philosophie, parce qu'il est philosophe tout court. Et il est capable de ce genre de remarques, tu vois. Donc, il y a cette dichotomie qu'on a aujourd'hui, enfin, n'en parlons même pas, elle n'existe pas pour lui, tu vois. Il le montre là, et c'est très beau. Et c'est vrai que là, sur Données, je vais dire un mot, mais je pense que là, ce serait une erreur là, de m'exciter là-dessus et de rater la profondeur de ce qu'il dit. Et puis tu as tout à fait raison, et ça c'est une loi, en fait. C'est-à-dire que les limites d'un philosophe, il les a toujours déjà pensées 10 ans avant toi. T'arrives pas comme ça à trouver les limites de Kant ou les limites même de Hegel, etc. C'est toujours un peu bouffon, un peu grotesque. Et puis c'est raté surtout la fécondité de ce qu'il te propose, en fait. Et c'est à tel point que chez Kant, dans la critique de la raison pure, il a une formule incroyable où il distingue l'espace, l'idéalité de l'espace, c'est-à-dire l'espace autant que forme a priori de notre sensibilité, bon d'accord, mais il dit oui, mais il y a espace et espace. Et parce que sinon la chose en soi, elle est où? Donc, et ça, tu l'as dans la critique de la raison pure. Donc, ce point en plus, c'est vrai que tu as raison, c'est pas le moment, c'est le point. La Oui, Gilson, il oui, sait ce qu'il écrit. Ce c'est très point important. critique, on pourrait dire, ce point critique entre espace pour nous, espace temporalisé pour nous, et espace en soi, il existe chez Kant, hein. Il le dit en toutes lettres, hein. Moi, je ne fais au fond que cette phrase dans la critique de la raison pure qui flotte comme une sorte de débris dont il ne fait pas grand-chose, c'est ça, assez étonnant. D'ailleurs, je peux peut-être ajouter un truc à ce propos, c'est que, au fond, le grand raté de Kant, là, pour le coup, c'est qu'alors qu'il est capable de distinguer l'espace subjectif pour nous d'un espace de l'être, quoi, d'un espace en soi, de ce point, tu vois, ben, il va tout de suite investir l'en-soi dans le nous-mêmes. C'est quand même très étrange, cette Tu dis équation de dans ton l'en-soi et livre du nous. d'ailleurs ça. Il y a de très très belles pages dans le livre sur cet investissement presque inquiet, enfin, et où on lâche les rênes, enfin, on s'oublie un petit peu. Et il retombe chez Berkeley, là. Là, il retombe chez Berkeley. D'ailleurs, Philonous, hein, Philonous nous mène. Il reste l'ami du nous, quoi. Il faut que le dehors soit monopolisé par l'esprit, par la morale. C'est quand même étrange. Surtout que là, pour le coup, ça n'a rien d'extérieur, de spatial, tu vois. C'est là qu'on voit que la fable est en même temps, et c'est pour ça que le titre est intéressant et riche, et que on peut, enfin, il est prenant aussi, on n'en finit pas si facilement, et c'est une bonne chose. Enfin, il a une étendue, hein, et sur laquelle le temps ne peut pas grand-chose. C'est pour ça que c'est un livre à lire et à relire, comme un espace, et pas forcément dans le temps. Oui, la fable, c'est aussi un apologue, enfin, elle se conclut souvent elle a une dimension morale dans ses conclusions, hein. J'aimais bien, d'ailleurs, cet exil dont tu parlais tout à l'heure, qui me fait penser à l'exil esthétique chez Caillois. Mais le sentiment esthétique, c'est un exil. Parce qu'évidemment, les modalités d'être des choses, ne nous, nous ne les voyons plus et nous sommes touchés par ce qui est là, au fond, avant qu'on en ait pris la mesure, par exemple en le regardant. Il y a de très beaux textes sur le, le- le sentiment esthétique comme exil chez, chez Caillois. Est-ce qu'on peut revenir? Ça fait déjà presque une heure que nous parlons, nous allons nous donner encore un peu de temps. Euh, Mais est-ce qu'on peut revenir sur alors maintenant, sur
L'œuvre, encore une œuvre totem, mais là, repoussante, sur l'œuvre repoussoir. Alors, l'œuvre repoussoir, j'ai beaucoup réfléchi. Ma pente m'aurait orienté, je pense, vers l'encyclopédie de Hegel. Mais non, en fait, je prends quelque chose de plus précis, de plus important euh, pour moi, pour nous, pour notre temps, quoi, auquel on appartient, pour le coup. C'est autrement qu'être ou au-delà de l'essence de Lévinas. Pourquoi? Parce que je, 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 je ne peux pas. Enfin, je comprends trop bien pourquoi Lévinas, de manière extrêmement hâtive et finalement arbitraire et en contradiction avec lui-même, pose une équation entre être et essence. Comme si l'être se réduisait en tout et pour tout à l'essence, c'est-à-dire à l'idéalité d'une idée. D'une objectivité, tu vois, une extériorité qui ne serait qu'une objectivité, quoi. On ne peut pas objectiver l'autre, donc il y a l'autre, la personne humaine, son visage, etc. Et puis il y a des objets. En fait, ça revient un peu à ça. Mais je suis désolé, que l'autre ne soit pas... L'autre est autrement qu'être, oui, parce qu'il n'est pas autrement que temps, puisque c'est le premier venu. C'est celui qui vient en premier, il passe avant. Après vous, monsieur. C'est ça qui définit l'autre chez Lévinas. C'est pas le village, c'est sa temporalité. Il vient avant. Il vient avant dans le temps. Mais c'est pas avant comme une cause, c'est avant un avant éthique. C'est pas un avant théorique au sens kantien, scientifique, c'est un avant éthique. Bon, ok. Mais l'être, entre le temps et l'essence, il y a une place pour l'être. Et moi, c'est ça que je réhabilite. C'est que, et tu peux pas, comme ça, dire, bah voilà, soit tu as autrement qu'être, c'est-à-dire le temps éthique, soit tu as de l'essence. Ben non. L'être en soi n'est pas soluble dans l'idée hegelienne, dans l'idée platonicienne, dans l'idéalité d'une essence. Non, il y a, pour le coup, alors là, je reprendrai volontiers ton expression, il y a une monstruosité du dehors, et qui n'est pas soluble dans l'essence. Voilà, donc moi, c'est ça que je dirais. Et on peut d'autant mieux le reprocher à Lévinas que dans De l'existence à l'existant, ce qu'il appelle l'être, l'horreur du il y a et tout, on est bien loin d'une essence. Donc ça se situe où dans sa philosophie, cette horreur du il y a dont il parle des pages très, très belles, d'abord, d'ailleurs très fortes, ce qu'il appelle l'existant d'ailleurs bizarrement. Il appelle ça l'existant, bon, ou pas bizarrement, peut-être qu'on pourrait le réhabiliter avec le préfixe de l'extériorité, quoi, d'existant, Oui, oui. peut-être. C'est pour Mais ça que voilà, je donc disais moi, d'ailleurs. l'œuvre au repoussoir, c'est autrement qu'être au-delà de l'essence, dans lequel il définit l'autre comme le premier venu, par parenthèse d'ailleurs, parce que lui, il a lu Kant et il connaît les trois modes du temps. Hein. J'en profite, puisqu'on me parle là, de dire un truc, j'ai eu l'occasion de l'écrire, mais ça me tient à cœur, je suis content de le dire quand même. Sur Lévinas, tu as tous les spécialistes de Lévinas, on est bien content, ils sont spécialistes et qui continuent à l'être. Mais pour être spécialiste de Lévinas, faut ne lire que Lévinas. Donc, vaut mieux être un philosophe un peu comme on fait nous, tu vois, qui se promène et qui, à l'occasion, va faire ce que faisait Lévinas lui-même, c'est-à-dire lire certes et traduire Husserl, mais aussi Kant. Ce que tu ne fais pas quand tu es spécialiste. Or, en fait, toute l'éthique de Lévinas, il traduit les méditations cartésiennes. Qu'est-ce qu'il découvre? Que chez Husserl, la relation à l'autre, c'est la simultanéité. La communauté des monades, que Husserl, il a lu Kant. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il y a entre moi et les autres? La communauté, c'est toujours du temps, mais c'est plus le temps d'un ego isolé, c'est le temps d'un ego coprésent. C'est le contemporain, la coprésence, la simultanéité. Et tout le travail de Lévinas consiste tout simplement à dire non. Le rapport à l'autre n'est pas un rapport du même de l'en même temps, de la simultanéité. D'ailleurs, il le dit dans la préface du temps et l'autre. Hein, c'est pas le préfixe, c'est pas le préfixe mit en allemand, tu sais, avec qui doit dire, mais avec veut dire en même temps. Et donc, il passe d'une relation de simultanéité qu'on a chez Husserl, qui est au fond, on est ensemble pour construire l'objectivité du monde, finalement une relation scientifique au fond à l'autre, hein, à une relation éthique où il inverse le temps. La relation temporelle à l'autre, c'est plus la simultanéité, c'est la succession. L'autre, c'est le premier venu. C'est celui qui vient en premier. D'où la formule de politesse, après vous, monsieur, vous passez avant moi. Tu vois. Voilà. Donc ça c'est quand même très fort. Mais du coup, Lévinas, pour moi, au fond, c'est le dernier philosophe, mais parce qu'il est sorti de la philosophie. Il a délaissé l'ontologie, la pensée de l'être
fût-elle impossible, mais en tout cas ce problème dont tu ne peux pas faire l'économie pour une éthique de l'autre. Et ça c'est catastrophique. C'est catastrophique pour la philosophie. Et ça se fait par cette identification, euh, enfin, comment dire, intenable entre l'être et l'essence. Et tu le dis, ce que tu viens de dire là, euh, apporte de l'eau à un moulin qui est le mien depuis pas mal de temps, évidemment, mais euh, il faut peut-être choisir hein, entre l'autre et l'être et revenir à une philosophie qui, qui préfère l'enveloppement par l'être à la communication avec l'autre. Parce que, pour quelle raison? Mais parce que, justement, la communication avec l'autre, le langage est impuissant à fermer le langage, comme dit l'autre. La communication avec l'autre est sans fin. Et par définition, elle a quelque chose à voir avec ce que nous mettons sous l'idée de la guerre. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on lit Lévinas, on sent bien que si l'amour ne marche pas, c'est la haine qui va venir. Hein. Et tous les auteurs, au fond, philosophes ou pas, hein, mais qui installent euh, l'être sous les auspices de l'autrement qu'être, il y a de l'autrement qu'être, en viennent à penser la déterminité de l'amour comme déterminité fondamentale de l'existence, après tout, hein, avec les autres et avec le monde, mais dans une perspective inquiétante parce que tout repose sur l'intérêt que nous portons au fond à ce qui n'existe pas. Je m'explique 2 secondes, mais là je réfléchis à haute voix après t'avoir entendu parce que c'est ton, ton- cette façon qu'a Lévinas de constituer pour toi un repoussoir n'est pas loin de ressembler à la manière dont je l'envisage moi aussi, hein. C'est-à-dire que de temps en temps, j'ai besoin de lire Lévinas comme j'ai besoin de lire Hegel pour savoir très exactement justement ce que je ne pense pas. Pense à, pense à euh, l'auteur de Dieu sans lettres, dont j'oublie le nom parce qu'avec le grand âge, maintenant, il m'arrive d'oublier les noms. Un collègue de Paris 4, Dieu sans lettres, catholique. Marion, Oui, Marion, Jean-Luc Marion écrit un Dieu sans lettres et dans lequel il dit, dans une perspective assez lévinassienne, après tout, hein, Dieu n'a pas besoin d'être pour être amour. Et cette réflexion qui a le don de me taper sur les nerfs, je dois dire, euh, mais euh, parce qu'elle renvoie à, elle ouvre la porte au pire dans la relation avec l'autre, justement, et au pire dans le rapport de la philosophie avec l'être. Me fait penser à ce que disait Simone Veil quand quand elle disait que il n'y a rien qui soit véritablement aimable chez l'autre, au fond. L'idéal que nous cherchons, nous ne pouvons pas le rencontrer dans l'autre. Par conséquent, l'amour consiste à aimer dans l'autre ce qui n'existe pas. Peut-être tout simplement aussi à aimer ce qui n'existe pas. Je me demande si dans cet amour pour ce qui n'existe pas ou qui n'existe pas encore, qu'on pourrait peut-être faire arriver d'ailleurs si on était capable de transformer l'autre un peu rapidement, enfin le rendre aimable, hein. Gentiment d'abord, avec amour, et puis ensuite d'une manière un peu plus inflexible. Qui sait, hein? Ça a à voir avec ton temps, avec la fable du temps. Parce que là, au fond, ça prend du temps d'atteindre ce qui n'existe pas. La fascination pour ce qui n'existe pas a sans doute à voir, là je retrouve Rosset, moi pas mal, hein, qui avait cette hantise des gens fascinés par ce qui n'existe pas. Tant sont innombrables les choses qui n'existent pas, disait-il. Lorsqu'un étudiant venait le voir en lui disant, mais je ne vous amène pas aujourd'hui mon mémoire parce que je n'ai pas fini, ma mère est à l'hôpital, il disait, ne me, cessez de me parler de ce que vous ne faites pas ou de ce qui n'existe pas. Bon, mais il me semble que ça a à voir avec ce qu'on trouve chez toi dans cette hantise hein, de cette ruse particulière que constitue le temps. Peut-être ruse justement parce que il faut être sacrément rusé euh, pour courir après ce qui n'existe pas.
Il faut être très rusé pour imaginer que peut-être on va le feinter, hein. Euh, voilà, Marion Lévinas et euh, Le temps et l'autre m'enquête. Est-ce que tu pourrais, parce que ça fait maintenant 1 heure et quelques que nous conversons, tu as vu que, au fond, le livre, on l'a rencontré euh, par l'entremise du débeauté de cette conversation. Et on l'a, je crois évidemment, il faut le lire, hein. Il faut que ceux qui nous entendent, qui nous écoutent, qui nous entendront, euh, par effet de propagation dans l'espace et pas dans le temps, par effet d'onde, eh bien, lisent le livre. Moi, j'aimerais terminer peut-être par quelque chose qu'on fait parfois dans ces entretiens, c'est-à-dire la lecture par l'auteur de 3 passages de l'ouvrage essentiels, mais pour terminer avec le livre et pour laisser résonner, comme l'espace dans la grotte de Nio, le, le texte, le livre sur l'espace de l'écran. Est-ce que tu en serais d'accord? On pourrait terminer comme ça, avec 3 passages de quelques lignes dans l'ouvrage, euh, pour rester, pour donner toutes ses chances au livre, en quelque sorte, d'une certaine manière, indépendamment de nous. Là, c'est plus le livre pour nous, c'est le livre en soi, si on peut dire. Allez, d'accord. Bah, écoute, oui, oui, j'aime bien cette idée. Je trouve que c'est une bonne idée. Alors, voilà, peut-être, voilà, un petit paragraphe qui se trouve page 56, où je me fais une objection. L'on objectera que le palmier pousse, que je le vise ou non. Pendant que je dors, il continue de pousser, ce dont me persuaderont les jeunes pousses du matin. En vérité, le fait que le temps se retrouve dans le palmier en l'absence apparente de toute visée ne prouve pas la réalité du temps, mais plutôt que cette représentation du palmier en dehors de toute visée reste elle-même prise dans ma visée. C'est pour moi que les pousses sont du matin. En soi, le nouveau n'a pas d'existence. C'est encore et toujours moi qui me représente le palmier, comme indépendant de ma représentation, voilà tout. Aussi n'y a-t-il rien d'étonnant à ce que le temps se retrouve dans ce palmier que je vise comme s'il n'était l'objet d'aucune visée. Ce comme si trahit la supercherie d'un pour nous temporel sans nous. Le nouveau, l'imprévisible, l'événement ne mesure pas un état de l'être, mais témoigne de l'ombre portée, de l'attente qu'il déjoue. Voilà, ça c'est le premier passage que je pensais lire. Après, euh, après j'avais pensé, voilà, ben ça fait la suite, c'est bien. Donc, euh, alors, où est-ce que j'avais vu ça? Voilà, autre passage. Donc, euh, ah oui, paf. Voilà, ça c'est page 70 du coup. Il ne suffit pas de comprendre qu'habiter l'espace, c'est le temporaliser. Il reste à considérer les types d'habitation qui dépendent directement des 3 modes du temps. Ce n'est pas la même chose d'habiter l'espace selon la succession, selon la simultanéité ou selon la durée. Le séjour, le voisinage et la demeure désignent les 3 façons différentes d'habiter l'espace. Les différents types d'espaces sont des espaces schématisés en fonction des 3 modes du temps, la succession, la simultanéité et la durée. La succession, c'est le temps qui passe, qui fait cette différence entre hier et aujourd'hui qu'on appelle la nouveauté. La simultanéité, c'est le temps de l'en même temps, de la coprésence du contemporain, qui fait la différence entre la main droite et la main gauche qu'on appelle la diversité. La durée, enfin, c'est le temps qui dure et qui fait la différence entre ce qui passe et ce qui demeure. Voilà, ça c'est le deuxième passage. Et alors le dernier passage qu'on a évoqué justement, mais dont je n'ai pas parlé, et ça c'est quelque chose à quoi je tiens. Donc voilà, voilà le dernier passage, il est page 87.
en bas de la page 87, la force de persuasion du schématisme pathétique consiste à opposer un espace temporel donné à un espace mathématique construit. Sa simulation de l'espace lui a servi à représenter le temps comme donné par opposition aux simples constructions du sujet. Cette opposition superficielle du donné et du construit a servi à introduire l'équivoque de l'étrangeté spatiale et de l'extériorité temporelle. Le temps comme donnée spatiale a ainsi usurpé l'être là. En exploitant la différence entre l'étendue géométrique que la raison manipule à sa guise et l'espace temporel qui affecte l'imagination de sa pseudo-extériorité, celle-ci s'est donné un dehors qui lui parle en lieu et place d'un dehors étranger à la pensée. C'est donc l'équivoque du donné et du trouvé qu'exploite le régime mathématique qu'il faut lever. Voilà. Je crois que ces trois textes euh, ouvrent le cœur à la fois de ton propos aujourd'hui, mais de ce beau livre qui se termine sur une belle réflexion sur la dimension monstrueuse de la vérité, hein. Vérité monstrueuse, c'est la dernière page, ce sont les dernières lignes. Et vérité monstrueuse qui a à voir avec ce que tu appelles une pensée qui n'a pas l'initiative de son savoir, hein. Pourquoi? Parce qu'elle est, comme j'allais dire, habitée, mais tu vois que maintenant je me méfie aussi de mes petites manies, qui sait, phénoménologiques ou heideggeriennes, mais d'une pensée qui est enveloppée par une extériorité qui excède toute vérité. On va en rester là, peut-être, non pas parce qu'il faut en finir quelque part dans le temps, mais parce qu'il faut redonner sa place à l'espace tout court, au dehors, qu'on retrouve toujours après un livre, surtout quand il y ouvre. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce moment que tu as donné à la conférence de philosophie. Tu prépares un autre livre où là, c'est vraiment le dernier mot. Je pense que c'est le dernier mot. Si j'écris des choses, enfin là, aujourd'hui, je suis complètement sec. J'ai jamais pensé même arriver si loin, au fond, pour tout te dire. Donc, je vais peut-être préparer un petit truc sur Proust, mais qui pourrait être une annexe de la fable du temps. J'ai pas, tu vois, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai fini contre la philosophie, j'avais déjà l'idée de celui-là. Ça m'a pris 15 ans, mais là, je suis sec. Et c'est la première fois, ça m'est jamais arrivé. Mais c'est très bien. Oui, C'est c'est comme très ça. bien. Il y a un moment pour l'austérité, pour la sécheresse, hein. Épicure disait que il y a une sécheresse euh, de la vérité et une sécheresse de la sagesse. On va en rester là. Merci infiniment. Et puis, Merci à toi, Alain. donc, absolument, lire de Guillaume Pijard de Gurbert aux éditions Circé, La fable du temps.